Le D... OK. Cette réunion est en cours d'enregistrement. OK. J'ai compris, je peux lui dire. Le dispositif local d'accompagnement a été créé à la fin des emplois jeunes, donc en 2002-2003. L'idée étant de venir soutenir les associations qui avaient créé de l'emploi durant ces emplois jeunes et leur apporter une aide méthodologique pour pérenniser l'emploi. Donc aujourd'hui, c'est toujours le cas, c'est-à-dire que le DLA a pour vocation de venir accompagner les associations employeurs ou en passe de le devenir à retravailler leur modèle économique, à repenser leur projet associatif, à réviser leur gouvernance, à développer leur stratégie, enfin tout autant de questions possibles et imaginables. La seule et unique condition derrière, c'est d'être employeur ou de vouloir devenir employeur. Donc ça, si jamais un jour vous avez une problématique qui peut s'apparenter à ce que je viens de dire, vous pouvez prendre contact avec Damien Prodhomme à Bretagne Active 22 et là, il vous renseignera plus largement sur le DLA. Il faut savoir que c'est un dispositif qui est financé par l'Europe, par la région, par le département, par la Caisse des dépôts. Alors, ça a changé de nom, je ne sais plus comment ça s'appelle. Enfin voilà, ce qui est largement financé. C'est-à-dire que ça ne coûte rien à l'association qui, en règle générale, bénéficie d'un accompagnement de 4 à 6 jours selon la problématique, un accompagnement d'un consultant. Quand je dis que ça ne coûte rien, je pondère un peu, ça coûte du temps, de l'engagement, ce que vous connaissez déjà bien en tant que bénévole, j'imagine. Voilà. Bon, mon job ce soir, c'est pas de faire la pub du DLA, mais effectivement, je travaille beaucoup pour le DLA et à ce titre, j'accompagne beaucoup d'associations. Donc, pour ce soir, j'ai reçu une commande. Alors, vous voyez bien sur l'écran les 4 questions qui apparaissent là. Faites-moi un signe de la tête. Oui. Oui. Oui, merci. Voilà les commandes que j'ai reçues, donc ce qui apparaissait sur le petit fly d'information. Et c'est chouette parce que ce genre de questions, c'est quelque chose que je traite moi en 5 jours à peu près avec les assos que j'accompagne. Là, on a moins de 2 heures. Donc évidemment, moins de 2 heures et puis une quarantaine d'associations différentes. Évidemment que je ne vais pas pouvoir répondre à toutes les questions individuellement pour chaque asso sur chaque question. Je vais essayer de brosser un paysage du monde associatif que je connais. Et moi, toutes ces questions-là, je les ai regroupées en 3 grands thèmes que je vais aborder ce soir. Le premier thème, c'est les différents projets de l'association. Donc, on va prendre un petit temps pour se mettre d'accord sur ces différents mots-là. Le pourquoi et le pourquoi s'engager dans une asso. Je prendrai le temps d'y revenir. Le deuxième thème, ça va être la gouvernance de l'asso. Comment faire pour que chacun trouve sa place dans l'organisation. Et enfin, le troisième grand thème, l'association dans son environnement avec qui il travaille. Il y a eu pas mal de petites questions qui ont été adressées aussi au CRIB sur comment je fais pour mobiliser les adhérents, comment je fais pour que chaque bénévole trouve sa place, comment je fais pour être entendu sur mon territoire, comment je fais pour être reconnu. Je vais essayer de dresser un paysage assez large. Je vais partir de mon expérience, de mes connaissances. Je ne vais pas vous donner une vérité. Enfin, si, je vais vous donner la mienne. Mais maintenant, voilà, vous en serez libre de faire ce que vous en voulez. J'ai peur, mais je vous le dis clairement, qu'à la fin de la rencontre, vous ayez plus de questions que de réponses. Et en fait, ça, je trouve ça chouette. Parce que du coup, à partir du moment où on commence à se mettre en question, ça veut dire qu'on commence à trouver le chemin qu'il faut prendre pour avancer. Voilà. J'ai placé un petit peu le cadre rapidement. Alors, j'en suis désolé, il ne va pas y avoir beaucoup d'interactions vu le nombre qu'on est. Par contre, Étienne relève en fait vos questions, vos remarques via le chat. Donc, moi, je vais dérouler toute ma présentation. Et en fin de présentation, on va pouvoir reprendre, Étienne va avoir ce lourd travail de faire des petites synthèses de remarques et de questions. Voilà comment on va interagir ce soir. Je préfère quand c'est en vrai, mais voilà, la technique nous permet ça. Si jamais je parle vite, ce qui peut m'arriver, faites-moi des signes comme ça et je me calmerai, je parlerai moins vite. C'est OK pour tout le monde? Et je crois que tout le monde a coupé son micro, donc ouais, pour moi. Ouais, on peut faire des signes comme ça avec les doigts.
Ok. Alors, j'avais prévu un petit temps qu'on ne va pas faire, voilà, mais c'est pas grave, pour savoir qui est administrateur d'une association employeur, qui est administrateur d'une association sportive, culturelle. Mais bon, vu que je ne vous vois pas tous, ça ne marchera pas, je ne vous verrai pas. Donc, il y en a une qui est pas mal à la fin, c'est qui pense que c'est de plus en plus compliqué d'être un bénévole administrateur. Ça, je pense qu'il y en aura quelques-uns qui aura levé la main, mais bon, on va l'aborder aussi. Donc, par contre, il y a la dernière, qui je suis. Et puis là, je vais rentrer dans le vif du sujet, et puis après, on va attaquer. Donc, je suis Bruno Chéron, je suis consultant pour le DLA, majoritairement, je ne fais pas que ça, mais c'est une grosse partie de mon boulot. Je suis, moi, associé d'une coopérative, d'une SCOP qui s'appelle Élan Créateur sur Rennes. Donc, ça fait 4 ans que je suis associé. Et avant ce travail-là, j'ai eu un petit passé d'une dizaine d'années dans une collectivité en tant qu'animateur en tant que jeunesse. Et après, j'ai eu 10 ans de direction de structure associative. J'ai dirigé une association sur le territoire de Redon avec une 50aine de salariés. Ça pendant une dizaine d'années. Et aujourd'hui, je suis un peu fou parce que je suis un peu comme vous. Je suis membre de 3 bureaux d'associations employeurs. Voilà. Donc, ce que vous vivez, je le vis aussi, mais j'ai aussi la chance d'être de l'autre côté, c'est-à-dire dans l'accompagnement. Donc là, aujourd'hui, moi, je vais vous parler avec mon regard d'accompagnateur de structure. Encore une fois, je n'ai pas la prétention de vous dire ce qui est vrai ou pas, c'est juste ma vision des choses. Vous avez le droit de ne pas être d'accord et c'est OK. OK. Alors, je vais vous raconter une histoire à base de football. Alors, je ne sais pas s'il y a des clubs de foot dans le groupe. Personnellement, je ne suis pas footballeur, mais je trouve que ça marche plutôt bien. Comme une petite histoire. Donc, si vous êtes prêts, on est parti. Donc là, vous voyez, dans ma petite slide, là, j'ai 2 amis, en fait, deux gars qui habitent dans le même village depuis une petite dizaine d'années. Ils sont voisins, puis ils ont une envie tous les deux, c'est de monter une asso sportive et notamment une association de football. Parce que c'est vraiment la passion qui les réunit et ils se disent, tiens, ça serait quand même chouette pour les gamins qu'on monte une association sportive. Et puis, ils y vont, ils se disent, ouais, on va y aller. Et dans la tête de donc le petit monsieur, là, avec ses lunettes, l'association sportive, c'est plutôt, on va tous être bénévoles, puis ça va être plutôt du sport amateur, puis plutôt du sport loisir. On va se retrouver le dimanche, et puis on va plutôt s'amuser, quoi. Alors que dans la tête du voisin, c'est plutôt, ouais, non, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est du sport compétition, c'est vraiment le sport élite. Vraiment aller vers le plus haut possible avec les clubs, avec le club qu'on va développer. Sauf que ça, les gars, ils n'ont pas forcément parlé au départ. Hein. Ils veulent faire du foot. Mais alors, ils n'ont pas forcément mis au clair leur vision. Alors, le problème, c'est que quand ils n'ont pas mis au clair vraiment leur vision, le moment de parler un peu stratégie, de chemin à prendre, forcément, il commence à y avoir des 2-3 questions qui se posent, quoi. Parce que d'un côté, il y en a un qui a fait confiance en fait totalement à l'autre voisin, celui qui habite de l'autre côté, hein, qui lui dans sa jeunesse a fait du foot et qui est OK pour s'occuper des ballons et des maillots, alors que l'autre, il vise un peu autre chose, quoi. Lui, stratégiquement, il aimerait quand même avoir la pointure de la pointure, c'est-à-dire un vrai entraîneur, un vrai coach, un vrai pro. Donc déjà, stratégiquement, on n'est pas tout à fait sur le même chemin. On voit bien, les 2 gars, au départ, ils voulaient faire du foot, sauf qu'il y en a un qui veut en faire du foot loisir, donc avec un chemin plutôt bénévole, et un autre qui veut plutôt faire un foot compète, donc avec un chemin plutôt pro. Voilà, donc le problème de ces 2 garçons, c'est qu'ils ne se sont pas forcément mis d'accord sur leur projet politique, l'orientation, ce qu'on vise, ce qu'on veut aller voir, ce qu'on veut faire. Quand on parle du projet politique, on n'est bien pas sur un projet partisan ni encarté, mais bien sur une vision qu'on partage. Donc là, déjà, les 2 gars, ils n'ont pas partagé la même vision. Donc forcément, ça risque d'être un peu compliqué quand ils vont parler du projet stratégique. Mais comment on y va là-bas ? Forcément, si on veut faire un club professionnel, ça va être compliqué de se dire on va juste avec des bénévoles, on se verra tous les mercredis, ça va être compliqué. Donc, la stratégie qui va être développée ne sera pas la même. Et donc là, pour y arriver, il va falloir des moyens différents. Et évidemment, entre une association bénévole qui a un projet politique de loisirs
pour tous et une association bénévole qui a un projet politique d'élite qui veut développer le sport compétition, il n'y aura pas les mêmes moyens à mettre en place. Cette petite histoire qui, somme toute, est assez anecdotique, c'est juste pour vous reprendre les différentes notions de projet, en fait. On parle souvent, pour la demande de subvention, de revoir le projet associatif. Bah, pour moi, le projet associatif, c'est d'abord le projet politique, donc c'est où on veut aller, vraiment où on veut, qu'est-ce qu'on se fixe comme orientation, comme vision générale. Après, c'est le projet stratégique. Là, c'est des gros mots, mais ça veut simplement dire mais quel chemin on prend pour y aller. Est-ce qu'on va à Didier Deschamps ou est-ce qu'on va à le voisin d'à côté? C'est pas tout à fait la même stratégie. Vous êtes bien d'accord avec moi. Mais c'est aussi le projet opérationnel. Enfin, c'est quels moyens on va utiliser pour y aller. Est-ce qu'on y va en voiture ou est-ce qu'on y va à cheval? En fait, l'ensemble de ces trois grandes dimensions, politique, stratégique, opérationnelle, bah, c'est votre projet associatif. Alors, je sais, puis Étienne m'avait dit, oh là là, le projet associatif, il ne faut pas trop le dire parce que c'est quelque chose qui fait fuir. Ben oui, mais en fait, moi, j'ai envie de le garder quand même et de le dire, et de le redire, et de le réaffirmer parce que, en fait, ce que je constate, moi, dans les associations que j'accompagne, c'est que le désengagement, le manque de renouvellement dans les bureaux, la désertification alarmante des assemblées générales sont souvent liés, bien souvent, à une perte de sens. La perte de sens, c'est la vision. Les associations sont douées dans le faire. Elles arrivent à faire des activités, elles arrivent à produire un rapport d'activité, elles arrivent à bien montrer ce qu'elles font. Elles ont plus de mal, dans tout ça que j'accompagne, à dire ce qu'elles sont. Et quand on perd du sens, quand on ne sait plus trop vers où on veut aller, on a ce risque d'épuisement et de démobilisation. Comme disait Étienne tout à l'heure, et je le constate moi beaucoup, le Covid, ou la Covid, comme on veut, n'est juste qu'un effet loupe sur les dysfonctionnements associatifs que moi je constate depuis 5-6 ans déjà. Alors quand je parle de dysfonctionnement, je peux paraître un petit peu dur, mais je préfère mettre les pieds dans le plat, parce que généralement, quand les consultants DLA sont appelés, c'est qu'il est un petit peu tard. Et moi, j'aimerais tirer ces petites sonnettes d'alarme en disant ne pas attendre que l'association soit la tête dans le mur avant d'agir. Les premières choses que je constate quand j'accompagne les associations, c'est qu'on me demande des réponses. Et Etienne l'a dit tout à l'heure aussi, on veut beaucoup de réponses avant même de se poser les bonnes questions. Bien souvent, quand je suis appelé, on me dit qu'il faut à tout prix qu'on révise le modèle économique pour pouvoir sauvegarder l'emploi ou développer l'activité. Généralement, quand on commence comme ça, je dis « Ok, il y a un souci qui n'est pas perçu ou qui n'est pas vu. » Exemple, une association qui court après les financements, je pense que ça va faire écho à pas mal d'oreilles parce que les financements, il y en a besoin, sont parfois appelés à répondre à des appels d'offres, des appels à projets, des demandes de subventions, du mécénat, à peu près tout ce qui existe pour pouvoir trouver l'argent nécessaire pour continuer à fonctionner. Oui. Je ne leur jette pas la pierre, hein, loin de là, parce qu'effectivement, s'il n'y a pas ces financements, ça veut dire la cabane sur le chien et la mort du petit cheval. Donc, évidemment qu'ils sont nécessaires, ces financements. Sauf que la recherche effrénée de ces financements tend parfois à faire oublier le pourquoi on est ensemble. C'est dommage parce que, en fait, souvent, la réponse aux problématiques rencontrées par les associations sont justement dans retrouver le pourquoi on est ensemble. Ça peut paraître futile de se dire mais qu'est-ce qu'on fait ensemble, pourquoi on s'est engagé, qu'est-ce qui nous motive, sauf que c'est, en tant qu'accompagnateur, toujours, mais à 95% des cas, toujours le début de la solution aux problématiques diverses et variées que j'accompagne. Encore une fois, quand les associations sont face à cette problématique de remobilisation, de nouveau souffle, de comment on fait revenir nos bénévoles, comment on se donne les moyens d'intégrer des nouveaux,
on est souvent dans la réponse toute faite, c'est de toute façon, les gens, ils veulent plus s'engager. De toute façon, le président, il ne veut pas lâcher sa place parce qu'il est là depuis très longtemps. Enfin, on a toujours des bonnes réponses et des bonnes raisons de ne pas se poser les bonnes questions. Voilà. Alors, c'est un peu cash de vous dire ça. C'est vrai qu'en règle générale, quand j'accompagne une asso, je suis seul face à un CA et il y a une seule asso. Là, j'ai 70 personnes devant moi, presque autant d'associations. Donc, évidemment, je ne connais pas toutes les situations et évidemment que tout le monde ne va pas se retrouver là-dedans. Mais je vous partage juste des expériences vécues de l'intérêt parfois de reprendre 2 minutes pour se reposer le sens du projet de l'association. Normalement, à ce moment-là de l'intervention, je m'étais dit, tiens, ça serait pas mal qu'on fasse un petit tour des ressentis, des remarques et des questions. Mais techniquement, j'ai peur que ça soit compliqué. J'ai envie de tenter quand même. Je ne sais pas, Étienne, est-ce que tu penses que ça serait jouable de tenter le coup pour voir si jamais il y a une question, une remarque qui sort et je pourrais rebondir dessus. Et si jamais ça ne marche pas, bah, on arrête et on fait tout à la fin. Et si jamais ça marche, ça pourrait être chouette quand même. Alors, on a Vincent, par exemple, de l'OPAC, qui note que la perte de sens dont tu parlais tout à l'heure est aussi liée à des problématiques de loyauté, d'impartialité dans les implications au détriment des intérêts collectifs. Est-ce que tu veux rebondir sur cette notion-là parfois d'intérêt plutôt personnel au détriment des intérêts collectifs? Ouais, alors ça, on le verra peut-être aussi un peu plus largement dans la dernière partie sur l'association dans son environnement, mais effectivement, quand je parle de ce qui fait commun, qu'est-ce qui fait qu'on s'engage ensemble dans un projet et quelle vision on partage, on est bien dans cette dimension collective. La difficulté de l'association qui est créée, qui existe pour répondre à mon projet, à moi perso, c'est qu'au départ, ça s'appelle soit notre entreprise, soit une entreprise SA tout court. Voilà, moi, je ne porte pas de jugement, je suis moi-même en scope, donc il n'y a pas de jugement à porter là-dessus. C'est juste qu'effectivement, l'intérêt collectif, voire l'intérêt général, voire l'intérêt public, d'utilité publique, ça on le verra plus tard, est encore fondamental dans l'association. Je ne sais pas si j'ai vraiment réagi à ce que disait Vincent, je crois. Est-ce qu'il y a d'autres… Ouais. Moi, je peux inviter les gens, si tout le monde m'entend bien, à lever la main par le biais du petit bouton « Lever la main ». Et à ce moment-là, ceux qui lèvent la main, je vais peut-être en choisir un ou deux au pif pour qu'ils puissent réagir. À ce moment-là, on leur donnera accès à leur micro. Et, moi, s'il y a de l'humain dans tout ça, je veux bien. Hein, il n'y a pas de souci. Hein. S'il n'y en a pas, moi, je continuerai à causer, mais comme vous le sentez. Soit passer par le chat, ou soit lever la main. Là, je ne vois personne qui lève la main. Par contre, le chat est passé de 9 à 11. Ah, effectivement. Et effectivement, il y a 3 nouveaux messages. Continue. J'attends. Ouais. Là, il y a un message qui était à moi directement. Ouais. Bonsoir. Vous m'entendez? Oui. Oui. Alors nous avons repris la gestion de notre association du folklore du Lier très récemment, à la suite de la démission de notre président. Donc, on n'a pas je crois, de souci finalement de mobilisation, puisque tout le monde est revenu et a envie de participer. Par contre, on fait face à un appauvrissement des effectifs, et c'est un peu dans ce sens-là. Et puis, comment justement, comment dire, retrouver des participants. Voilà un peu nos questions. Par contre, nous, on n'a pas de salariés. Est-ce qu'on est concerné je suis en train de me poser la question, est-ce qu'on est bien là où on doit être, quoi, avec vous? Sinon, ce que vous dites est très intéressant. Vu que vous avez dit que ce que je disais est intéressant, vous pouvez rester avec nous. Il n'y a pas de souci. Non, ce soir, ce n'est pas pour les salariés, hein, les associations employeurs, je veux dire. Hein. Je parlais juste du DLA, qui lui est vraiment spécifiquement pour les assos employeurs ou qui veulent développer. Non, ce soir, c'est vraiment ouvert à toutes les associations qui ont envie, comme vous, de se poser 2-3 questions sur l'organisation. J'aurais du mal, moi, à parler globalement
comment faire revenir les adhérents. Il y a tellement d'associations différentes et tellement de problématiques différentes. Je suis moi-même vice-président d'une association sportive. C'est plus de 20% d'adhérents en moins cette année. Je ne sais pas ce que ça donnera en 2022. On verra. On a eu des pratiques sur les tarifs des licences pour faire revenir. Enfin voilà, il y a plein de possibles. Moi, je suis vraiment plutôt axé ce soir sur le projet de l'association et ses adhérents, administrateurs et bénévoles. Après, les adhérents qui viennent pratiquer une activité, moi, j'ai moins de réponses, même si, peut-être, qu'en travaillant le projet et la façon de le communiquer, c'est peut-être un moyen de retrouver des adhérents. Mais ça, je ne peux pas le garantir quand même à 100%. Par contre, moi, ce que j'entends, c'est que dans votre organisation, vous n'avez pas de difficulté à remobiliser sur la partie gouvernance. Et ça me fait une petite transition justement sur cette notion de gouvernance que j'aimerais bien aborder avec vous, sauf s'il y a d'autres questions vraiment sur la différenciation projet politique, stratégique, opérationnel avant. S'il n'y en a pas, j'enchaîne sur la gouvernance. Ouais, alors juste pour préciser aussi en complément, Bruno, et à l'attention de toutes les associations, bien évidemment, oui, le projet associatif ne s'adresse pas uniquement aux associations qui sont employeurs, ça concerne réellement tout le monde. D'accord. Oui, à tout le monde qui veut faire une association en fait. Et c'est chouette parce que je rebondis aussi, on va rebondir en fait, c'est ça qui est bien. Beaucoup d'associations ont découvert la notion de projet associatif, notamment dans le sport, quand on nous a dit il y a quelques années, si vous n'avez pas renouvelé votre projet associatif, vous n'aurez plus de sous. Hein, c'est bizarre ça, il fallait retravailler le projet associatif pour pouvoir redemander des subventions. Et pour une fois, je trouvais ça plutôt pas mal, moi, de dire aux associations, si vous voulez un peu de sous, il faut retravailler le sens de votre action. Bon, c'était un peu une injonction, certes, un peu maladroite, mais n'empêche que, pour moi, il est fondamental qu'une association réinterroge régulièrement son projet associatif. Moi, je suis quelqu'un qui vient du socioculturel plutôt, et j'ai découvert le monde sportif. Je ne suis pas du tout sportif, moi, pour ma part, mais j'ai adoré la façon de travailler des sportifs parce qu'en fait, ils sont basés, pour tous ceux que je connais, sur les Olympiades. Et tous les 4 ans, les assos que je connaisse révisent leur projet associatif au même cycle qu'une Olympiade. Ça peut paraître lourd, n'empêche que ça permet de regarder tous les 4 ans là où on en est. Est-ce que la stratégie qu'on a mise en place pour atteindre le projet qu'on visait tient la route? Est-ce que les moyens qu'on y met tiennent la route ou est-ce qu'on est complètement à côté de la plaque et qu'il faut changer de chemin? Donc, je ne vous dis pas qu'il faut le faire tous les 4 ans, mais de le faire une fois et de le mettre sous l'armoire, ce n'est pas la bonne solution non plus. Parce que le projet associatif, c'est vraiment la colonne vertébrale de votre projet, de votre association et de ses activités. Et c'est aussi comme ça que vous allez pouvoir mobiliser et vous faire connaître et reconnaître par les partenaires. Je continue ? Allez, c'est parti. Celle-là, on va dire que c'est ce qu'on aurait pu faire si on avait été tous ensemble et qu'on aurait pu prendre un petit temps, mais vu qu'on n'est pas tous ensemble, on ne peut pas le faire. Mais voilà, on a récolté quelques paroles. N'hésitez pas quand même à écrire et qu'on pourra reprendre ça en fin d'intervention. On va se garder un petit peu de temps. Cela dit, c'est intéressant parce que tu poses des questions. Pardon, vas-y. C'est vachement intéressant tout de même. J'invite tous les participants, effectivement, donc les petites questions, qu'est-ce que vous retenez de cette présentation? Qu'est-ce qui vous semble utile? Qu'est-ce qui vous semble inadapté? J'invite les participants, alors effectivement, ce n'est pas facile parce qu'on n'est pas ensemble, mais si vous avez des remarques à nous faire remonter, n'hésitez pas, au travers du mail que j'ai pu vous envoyer pour vous envoyer le lien, n'hésitez pas à faire remonter vos sentiments, vos questions. Est-ce que c'était bien? Qu'est-ce qu'il a manqué? Qu'est-ce que vous avez trouvé bien? Tout ça. Voilà. C'est tout. Pardon, Bruno. C'est pas grave. J'avais fait ça exprès pour ça au départ quand même. Donc, si je demande l'avis aux gens, c'est ceux qui le donnent, ça va très bien. Une fois qu'on a... Je reviens un peu sur Pierre et Michel. Enfin, je ne vous avais pas dit, mais ils s'appellent Pierre et Michel, en fait, les 2 voisins du village là, qui ont monté leur club. Et en fait, ils sont réussi à se mettre d'accord quand même au bout du bout, puis ils vont partir plutôt sur un club loisir. Et une fois qu'ils se sont mis d'accord, ils se sont dit OK, maintenant comment on va bosser et comment on va travailler ensemble
sur ce projet. Donc là, on va regarder la gouvernance. Maintenant, la gouvernance, c'est un joli mot ou pas. Je crois que ça vient de la banque au départ, hein, de la banque mondiale, je crois, mais bon, qui est rentré quand même un petit peu maintenant dans le vocabulaire de l'association. Et pour vous causer de la gouvernance, je vais m'inspirer de monsieur Desroches, qui a un jour, au début du XXe siècle, si je ne dis pas de bêtises, observé les coopératives. Il a fait un quadrilatère, le quadrilatère de Desroches, que j'ai librement adapté au monde de l'association. Donc, pour les puristes, je suis désolé, j'ai un petit peu tordu le discours de Desroches, mais pour ceux qui ne connaissent pas, hop, j'y vais. Une association, c'est quoi, en fait, en vrai? C'est pas que un carré, mais c'est avant tout une assemblée générale. Le texte de la loi de 1901 ne dit qu'une chose, et il y a une seule et unique instance qui existe, c'est l'assemblée générale. L'assemblée générale, c'est la réunion de tous les adhérents. Et tous les adhérents, ils peuvent être que 2, parce que c'est le minimum pour faire une association, mais l'association, c'est avant tout l'assemblée générale. Vous allez voir, quand je vais finir mon petite présentation, que vous allez vous dire « Ah, bah, dis donc, je ne voyais pas comme ça, hein, je pense ». Une fois qu'on a une assemblée générale qui, elle, se réunit une fois par an, un minimum, cette assemblée générale, vous êtes bien d'accord, en règle générale… Bruno, s'il vous plaît, une association, avant tout, d'aborder, je dirais, un statut administratif, c'est avant tout, je dirais, un ensemble de personnes qui veulent œuvrer sur, je dirais, un dispositif ou des intérêts collectifs. Oui, ça je pense l'avoir dit au début, hein, c'est des personnes qui se réunissent pour un projet, une vision qu'ils partagent. Mais vous ne le reprenez pas là, excusez-moi. Non, parce que là je parle de la gouvernance en fait. Une fois qu'on a bien parlé du projet, de la vision qu'on partage et comment on le met en œuvre, donc là je parle maintenant dans la deuxième partie de la gouvernance, donc je ne vais pas revenir effectivement sur le projet, pas tout de suite. Donc l'Assemblée générale qui, du coup, elle, en règle générale, encore une fois, ce n'est pas une obligation, mais élit un conseil d'administration. Jusqu'ici, tout va bien, on est OK. Ce conseil d'administration qui, lui-même, en règle générale, et encore une fois, ce n'est pas obligatoire non plus, va élire un bureau. Moi, j'ai marqué directoire parce qu'on a aussi, selon les associations, différentes dénominations. Et quand on a un directeur ou une directrice salariée, souvent, il siège dans ce bureau. Et enfin, pour finir ce carré, dans l'association, on a les bénévoles et quelquefois des salariés ou pas. Donc voilà la structure en fait de la gouvernance. Hein. Encore une fois, hein, j'entends bien la remarque sur le projet, mais là je parle bien vraiment de la gouvernance qu'on retrouve assez classiquement dans une organisation associative. Si je reprends maintenant justement cette notion de projet, l'Assemblée générale, son rôle, c'est bien de définir la vision, le vers où on veut aller, le projet politique. C'est bien le rôle de l'Assemblée générale que d'aller vers là. Il y a une demande de parole, je vais bien aller jusqu'au bout de la présentation, puis après on revient sur la demande de parole du Subaquatic Club, s'il est OK. Donc le rôle de l'AG, vu que c'est la seule et unique, encore une fois, hein, instance qui est prévue par la loi 1901, son rôle, c'est bien de définir ce qu'on est et où on va ensemble. OK? Encore une fois, c'est ma vérité. Hein. Si vous ne voulez pas la croire, ce n'est pas grave, c'est ma vision des choses. Donc cette Assemblée générale, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va déléguer la mise en œuvre de ce projet politique à un conseil d'administration. Parce que l'Assemblée générale se réunit en général qu'une fois par an, elle se dit, voilà, nous, on veut aller vers là, mais on ne sait pas le mettre en œuvre. Donc, on va déléguer au conseil d'administration la mise en œuvre du projet politique. Une fois qu'on a fait ça, le conseil d'administration, lui, ce qu'il peut être amené à faire, c'est de se dire, mais moi, on se retrouve 3, 4, 5 fois par an, et notre mission, c'est plutôt de trouver quel chemin on va prendre, à l'image tout à l'heure de nos 2 petits bonhommes, quel chemin on va prendre pour atteindre notre projet politique. C'est-à-dire que nous, conseil d'administration, on est sur le projet stratégique. Quel chemin on doit prendre pour atteindre le projet qu'on nous a délégué par l'Assemblée générale. Donc voilà, le conseil d'administration, il travaille
travaille sur ce projet stratégique. Et qu'est-ce qu'il fait lui aussi? Et ben, à son sein, il a élu un bureau qui, lui, est en charge du projet opérationnel. Le bureau qui se réunit souvent tous les mois, et bien sur les dimensions très opérationnelles de la mise en œuvre. Ce projet opérationnel, soit il est porté par des bénévoles, soit il est porté par des salariés qui eux-mêmes vont développer des activités pour leurs propres adhérents qui, eux, constituent l'Assemblée générale. Donc voilà, dans ce carré d'organisation, dans ce quadrilatère, on a bien une première instance, l'Assemblée générale, qui, elle, définit l'orientation générale, le projet politique, qui délègue par élection un conseil d'administration la mise en œuvre de ce projet. Ce conseil d'administration, lui, définit une stratégie sur 2-3 ans pour atteindre l'objectif. Et par élection, il va le déléguer au bureau, président, trésorier, secrétaire, coprésident, coprésidente, chargé d'eux. Enfin voilà, on verra bien tous les noms qu'on veut derrière. Et ce bureau qui, lui, est dans la mise en œuvre opérationnelle de ce projet stratégique. Une fois qu'ils ont eu ces délégations, on a bien un projet associatif global. Comme je vous disais tout à l'heure, c'est l'addition du projet politique, du projet stratégique et du projet opérationnel. Mais une fois qu'on a tout ça, et ça vous le savez tous, le conseil d'administration à qui on a délégué le projet politique, qu'est-ce qu'il doit faire tous les ans? Rendre compte à son assemblée générale de son activité, donc le compte rendu, le bilan d'activité, le bilan moral, les rapports moraux et le rapport financier. Donc c'est bien, je rends compte à l'Assemblée générale de mon activité dans la stratégie qu'on a faite. Le bureau, pareil, le bureau, tous les 3 mois, quand il va voir son conseil d'administration, il doit normalement rendre compte de ce qu'il a fait pour atteindre la stratégie qui a été fixée. Et là, j'entends déjà des gens qui disent « mais c'est pas comme ça que ça marche ». Non, je sais bien parce que je le constate tous les jours. Et pareil, les salariés ou les bénévoles, eux aussi, ont à rendre compte à leur bureau de ce qui est mis en œuvre. Et là, je vous présente le fonctionnement d'une association qui, logiquement, respecte le fonctionnement démocratique prévu au départ par la loi 1901, qui est que seule l'Assemblée générale existe. Les autres instances ont été créées au fur et à mesure pour faciliter, je ne sais pas, le fonctionnement de l'association. Avant de passer la parole à Subaquatic Club, en règle générale, quand je vais rencontrer une association, on me dit « mais c'est pas comme ça que ça marche, Bruno. C'est pas comme ça que ça marche du tout. En fait, les décisions, elles sont quand même plutôt prises au niveau du bureau, parce que c'est nous qui sommes sur le terrain, c'est nous qui avons l'information, c'est nous qui sommes en relation avec les salariés, et puis les décisions, il faut les prendre rapidement. On ne peut pas attendre qu'il y ait un CA pour reprendre les décisions. Par contre, les décisions qu'on prend au bureau, on les présente au CA. On les présente et puis on les fait valider au CA ou pas. Des fois, on les présente juste. Et puis, ça peut être une décision aussi bien de la couleur de l'affiche du prochain loto jusqu'à l'investissement sur un minibus. Mais au moins, on le présente au CA. Et puis, le CA, effectivement, il fait son rapport moral, son rapport d'activité, son rapport financier à l'Assemblée générale, mais c'est souvent les mêmes en fait qui sont au bureau, au CA, à l'AG, parce qu'en fait, à l'AG, il n'y a plus grand monde, parce qu'en fait, les gens, ils en ont un peu marre de manger des galettes, des rois, donc ils ne viennent plus aux assemblées générales. Et voilà ce qu'on me dit et ce que je constate, c'est que le quadrilatère, c'est complètement inversé, que en fait, le pouvoir qui est normalement à l'Assemblée générale, parce que c'est la seule et unique instance, encore une fois, prévue par la loi 1901, il est descendu au plus près du terrain, et que les gens, du coup, s'épuisent entre un bureau où on retrouve les mêmes personnes que dans le CA, qui reprennent les mêmes sujets qu'on traite en bureau et en CA, et qu'on va après présenter, parce que c'est obligatoire, en Assemblée générale. Donc voilà, j'ai fait un tableau un petit peu noirci, peut-être, du fonctionnement associatif. Encore une fois, vous me croyez ou pas, c'est ce que je constate quand même depuis 4 ans que j'accompagne les associations. Je vais prendre un temps de pause et je vais passer du coup, j'espère que c'est encore le bon moment, au Subaquatic Club de Guingamp qui avait levé la main pour reprendre la parole. Bonsoir. En fait, effectivement, dans votre quadrilatère, je me posais la question, j'ai eu un peu de mal pas à comprendre, parce que vos explications sont claires, mais c'est vrai que la relation entre
le bureau et les bénévoles salariés et les bénévoles salariés entre l'Assemblée générale, c'est vrai que moi, concrètement, j'aurais fait un triangle parce que pour moi, finalement, alors peut-être que c'est un défaut chez nous, mais voilà, c'est la communication justement des flèches entre les bénévoles et l'Assemblée générale et le bénévole et le bureau. Ok. Alors, je ne sais pas, vous avez peut-être des idées là-dessus qui parfois manquent en fait. Là, effectivement, on est pour moi dans une vision un peu idéale du fonctionnement, c'est-à-dire que les bénévoles et ou les salariés, il n'y a pas forcément de salariés, mais quand ils animent une activité, ils l'animent bien pour leurs adhérents. En règle générale, l'association, les activités sont dédiées à leurs adhérents qui, je ne sais pas si vous voyez ma petite flèche quand je la bouge là, mais qui, eux, sont les membres de l'Assemblée générale. Le lien, il est là. C'est bien les adhérents qui constituent l'Assemblée générale. Je ne voyais pas trop la différence entre l'Assemblée générale et les bénévoles, en fait. L'Assemblée générale, c'est juste qu'il y a les personnes du membre du CA et du bureau, finalement, en plus, quoi. L'Assemblée générale, c'est tous les adhérents de l'association. Okay. Donc, à partir du moment où quelqu'un prend une licence dans un club, prend une adhésion dans une association culturelle ou de loisirs, il devient adhérent de l'association. Et les bénévoles ou les salariés qui font des activités pour eux, ils font des activités, mais ces adhérents sont bien membres de l'Assemblée générale. Et je disais, le rapport qu'il y a entre le bureau et les bénévoles, ou le bureau et les salariés, c'est bien, on délègue aux salariés, par exemple, la mise en œuvre d'une activité, et les salariés doivent bien rendre compte à leur directeur ou directrice de ce qu'ils ont fait. Pareil, normalement, pour l'association, le bureau est dans l'organisation, et après, des bénévoles peuvent participer j'en sais rien, à l'organisation d'un événement, mais il doit bien rendre compte à une coordination, même si c'est que bénévole. D'accord. Étienne, est-ce que je continue à animer quand je vois les mains? Le problème, c'est que je ne vois pas tous les images. Donc là, je vois que A.L. Saint-Brieuc a demandé la parole. Ouais, Camille, si tu veux intervenir. Tu peux… Oui. Le son, j'ai voulu l'activer, je crois que voilà. Voilà, d'accord. Oui, moi je trouve intéressant ce schéma et je pense que s'il ne fonctionne pas bien, c'est quand il y a absence de projet. Parce que tout tourne autour du projet finalement. Alors, s'il n'y a pas de projet, qu'il n'y a que de l'action, bah effectivement, le schéma n'a plus grande signification. Et effectivement, tout part du bureau, puisque de l'instance la plus décisionnelle, si j'ose dire, ou la plus proche du terrain, parce qu'il n'y a que de l'activité à gérer. S'il n'y a pas de projet, bah effectivement, il n'y a pas de raison que le projet parte de l'Assemblée générale, passe par le conseil d'administration qui va apporter un premier filtre, et puis arrive au bureau qui va commencer la mise en œuvre, et puis après qu'il arrive aux salariés qui vont être sur le terrain pour faire le truc, quoi. Donc c'est là que c'est l'existence d'un projet qui fait que ce fonctionnement-là a du sens. Et sinon, bah forcément, on n'est pas dans la question. Alors, à propos du projet, je pense que ce qu'il faut dire, c'est que des fois, quand on dit projet, surtout quand on dit projet politique, ça fait un peu énorme. On a l'impression que c'est un gros truc, qu'il va falloir, que ça va être très compliqué, très lourd, etc. Or, ça peut être relativement simple et ça peut être des choses à relativement court terme et des choses qui sont assez simples. Voilà, on n'a pas besoin, c'est pas parce que ça s'appelle projet politique qu'il faut employer des grands mots, qu'il faut manier des grands concepts philosophiques. Hein. Ça peut être quelque chose de très, 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 très simple. Et souvent, les projets, ils sont à 3 ou 4 ans. Donc, voilà, on n'est pas forcé d'avoir envie de révolutionner tout le territoire pour faire un projet. Tout à fait. Moi, je partage vraiment, effectivement. Je n'ai pas trouvé d'autres mots, parce que je sais que ce mot-là, quelquefois, il questionne, mais en même temps, c'est ce qu'on veut faire ensemble, en fait. Dans le sens vie de la cité, et voilà, dans ce projet, effectivement, on n'est pas obligé d'aller chercher du concept ultra philosophique. Hein. D'ailleurs, mes deux copains du village qui ont développé leur club, en fait, ils n'avaient pas un concept ultra philosophique, ils voulaient juste faire du foot au départ. Sauf qu'ils n'avaient pas la même vision. Quand on n'a pas la même vision, il est compliqué après d'avoir une bonne stratégie. Et je suis d'accord.
cette organisation-là, elle n'a de sens que parce qu'il y a un projet. Est-ce que vous voyez ma souris qui bouge là sur mon écran? Oui. Eh ben, des organisations qui fonctionnent, et je vais prendre un exemple assez clair, qui ne fonctionnent plus que comme ça, en fait, entre bureaux et salariés. Et j'en connais énormément. Je ne leur jette pas la pierre parce qu'à un moment, elles ont été aussi un peu poussées à ça. Ça s'appelle des appels d'offres, des appels à projets. Et en fait, la perte de sens a fait que l'association tourne sur « je vais chercher des financements pour autofinancer mes postes pour pouvoir continuer mon activité ». En fait, je vais me financer pour pouvoir continuer à vivre, en fait. Je ne sais plus trop pourquoi, parce que le sens, on l'a un peu perdu. Par contre, je trouve de l'argent pour continuer à payer mes salariés quand il y en a, ou à payer la location de ma salle, enfin, je ne sais pas trop quoi. Et là, en fait, ça s'appelle purement et simplement une entreprise. C'est pas grave, mais il faut juste le savoir. À partir du moment où on développe une activité, qu'on va chercher de l'argent pour financer ses postes, s'il n'y a plus de projet politique ni de gouvernance associative, eh ben, faut changer de statut. Et ça, c'est pas grave de le dire. Moi, j'ai vraiment envie de réaffirmer que l'association, c'est avant tout un projet de personnes qui se rencontrent et qui ont une vision commune. Il faut arrêter de penser que c'est juste le statut juridique le plus simple. C'est dommage. Moi, je pense que auto-entrepreneur ou SA ou SAS ou SCOP, c'est pas forcément beaucoup plus compliqué. L'association, c'est autre chose qu'un statut juridique. L'association, c'est évidemment d'abord le regroupement de personnes pour un projet, pour une vision. Après, effectivement, il y aura des moyens mis en œuvre pour y arriver. Donc, les associations moi, que je rencontre qui travaillent que comme ça, c'est-à-dire entre leurs salariés bénévoles et leur bureau, qui vont faire de l'activité pour faire rentrer de l'argent, moi, je leur repose la question du sens, en règle générale, et leur dire, si vous n'avez plus de gens qui viennent à l'Assemblée générale, demandez-vous pourquoi. Ce n'est pas juste parce qu'ils n'ont pas envie de venir, c'est peut-être parce que, simplement, ils ne trouvent plus leur place, ils n'ont plus le sens. Une demande de parole au niveau du CRIP 22. Oui, pour aller dans ton sens, Bruno, déjà pour les gens que j'ai déjà eus au téléphone, je pense qu'ils vont être un peu surpris parce que je crois qu'on a exactement le même discours pour l'instant. Non, mais justement, moi, ça me conforte aussi. Et voilà. Et aussi pour aller dans le sens de Camille, j'adhère complètement. Il y a un petit élément aussi, quand tu parlais tout à l'heure de colonne vertébrale, j'ai envie de dire, entre la colonne vertébrale et le schéma, là, il y a un élément qui est vachement important, c'est les statuts. C'est-à-dire qu'on peut au départ avoir un projet commun qu'on va transcrire ou écrire dans un projet associatif, mais ensuite le fonctionnement entre l'Assemblée générale, le CA, le bureau et les bénévoles, voire les salariés, c'est des règles de fonctionnement. Et souvent, pourquoi aujourd'hui on se retrouve, comme tu disais tout à l'heure, à avoir les choses à l'envers, c'est qu'on a posé les choses à l'envers. Au départ, on a une idée, et moi le premier, je veux dire, quand on a eu l'occasion de créer une association il y a une vingtaine d'années, mais je pense qu'on est 99% des gens à faire l'erreur, c'est on a un projet, on a une idée, on veut commencer le plus vite possible, alors on a besoin d'un compte chèque, alors on a besoin du récépissé de la préfecture, alors on va remplir des trous dans des statuts types qu'on envoie, et au final, très rapidement, on se retrouve confronté à nos propres difficultés, à savoir, on a mis la charrue avant les bœufs, quoi. Et la place des statuts, les statuts, c'est tout sauf un document qu'on remplit une fois et qu'on enterre après. Les statuts, j'ai souvent coutume de dire que c'est le bras armé du projet associatif. Et c'est les règles, effectivement, c'est un statut juridique, mais les statuts de l'association, c'est quand même le document c'est quand même le contrat. C'est un gros mot, mais c'est le contrat associatif. C'est le contrat entre les associés, entre les adhérents. Et c'est le document qui va réunir toutes les différentes règles de fonctionnement. Et justement, ça va faire la passerelle entre le projet associatif et ce fameux carré, quoi. Voilà. Je dirais même plus loin, on entend souvent des associations qui accompagnent d'autres associations dont c'est l'émission de dire les statuts, vous allez sur Internet, vous en trouvez des exemples. Faites un copier-coller, ça marche. C'est une façon de faire. Ce n'est pas celle que je conseille. Pour moi, et là je vais dans ton sens, effectivement, d'abord posez-vous la question de comment vous voulez fonctionner et seulement après écrivez vos statuts. Encore une fois, tout à l'heure, je disais que l'Assemblée générale est la seule et unique instance qui existe. Si vous voulez décider de travailler en Assemblée générale permanente,
libre à vous. C'est-à-dire que si vous voulez supprimer le conseil d'administration, supprimer le bureau, libre à vous. Rien ne vous l'interdit. Si vous voulez supprimer cette notion de trésorier, de secrétaire, libre à vous. Faites des coprésidents, des coprésidences. En fait, tout est inscrit dans la loi 1901. C'est l'Assemblée générale. Après, effectivement, monsieur le banquier, il préférera avoir un trésorier. Bah, vous lui dites que je suis désolé, mais on a un coprésident en charge des finances. Voilà, par exemple, ou une coprésidente. J'aimerais bien avoir le nom de l'ensemble des membres du conseil d'administration. Désolé, mais nous, on fonctionne en assemblée générale permanente. J'ai accompagné une association dernièrement. Ils sont en assemblée générale permanente. C'est-à-dire que tous les mois, ils se réunissent. Tous les mois, ils prennent leurs décisions en assemblée générale permanente. C'est un exercice de démocratie, c'est un exercice compliqué, mais c'est un exercice qui fonctionne. Bon, il faut quelques compétences d'animation de groupe, quelques compétences de structuration des sujets. Ils sont une quarantaine à se réunir tous les mois pour faire bouger leur association. Actuellement, j'accompagne aussi une association qui est un GEM, un groupe d'entraide mutuelle pour les personnes avec des handicaps psychiques. Ils sont en assemblée générale permanente, c'est-à-dire qu'ils ont une délégation, on va dire, de coprésidents, mais toutes les décisions sont prises en assemblée générale permanente. Donc voilà, moi, j'ai vraiment envie de réinsister sur ça. Il n'y a pas d'obligation dans la structuration, il y a juste une obligation de quels moyens on met en œuvre, quelle gouvernance on met en œuvre pour répondre à nos besoins et aux besoins du projet associatif. À partir du moment où on est d'accord avec ça, c'est OK. Si on oublie qu'on est là pour un projet, le pour quoi on est ensemble, c'est le début de la fin. Et c'est là qu'on appelle un consultant DLA pour venir, souvent, malheureusement, un peu tard. J'espère que vous n'êtes pas trop plombé, là. Non, mais pas encore. Non, mais je vais y aller après, j'en ai d'autres. Hein. Ouais. Et je continue alors. Ouais, alors juste une remarque. Il y a des questions, ouais. Ouais, une petite remarque qui est intéressante. Le monde associatif, toi qui viens justement, qui est dans une SCOP, en tout cas une structure coopérative, le monde associatif ne pourrait-il pas intégrer un équivalent au principe de révision coopérative? Bonne question. Nous sommes tenus, effectivement, en SCOP, de procéder à une révision coopérative, c'est tous les 4 ans, mais je ne suis même pas sûr de dire des conneries. Hein. C'est-à-dire qu'on a un membre de l'URSCOP, de l'Union régionale des SCOP, qui vient, qui nous accompagne et qui fait ce travail d'audit, quelque part, hein, de révision de notre gouvernance et de nos modèles. Je pense que ça serait intéressant, effectivement, pour chaque association de se dire, à échéance 4, 5 ans, on devrait pouvoir réviser notre projet et notre gouvernance. Les associations qui ont plus de 153 000 € de subventions publiques ont obligation d'avoir un commissaire aux comptes, par exemple. Ce commissaire aux comptes, il ne fait pas que valider les comptes, il regarde aussi les procédures, il regarde aussi la gouvernance, il regarde aussi parfois comment sont prises les décisions. Ça dépend un peu des mandats qu'il a. Donc, il y a des dispositifs qui existent. Mais effectivement, on pourrait, sans tomber sous le coup de l'obligation de la révision, pourquoi pas de se dire, c'est sain pour une association et pour son projet de régulièrement se reposer des questions de ce qu'on fait ensemble et comment on le fait. Ouais. Après, j'ai envie de dire, oui. Non, vas-y. Après, j'ai envie de dire, les associations, elles doivent rester aussi quand même celles qui sont employeurs. Bon, on aura un petit débat là-dessus après. Ça reste des associations avec des bénévoles dedans, en fait. Moi, j'ai une partie de mon activité qui est de faire de la formation de bénévoles. Et quand j'interviens avec les bénévoles, je leur dis, je vais tout faire, sauf vous former. Parce que je veux surtout que vous restiez des bénévoles et que vous ne deveniez pas, en fait, des techniciens déguisés ou des salariés déguisés qui devaient avoir une telle compétence que vous maîtrisez le droit du travail, que vous maîtrisez la comptabilité, que vous maîtrisez tous les plans de formation. Donc voilà, j'ai une vigilance là-dessus en se disant l'association reste quand même le monde de l'engagement bénévole. Et l'engagement bénévole, il ne faut pas qu'on le tue par une hyper-technicité. Voilà. Mais j'en vais pas plus loin maintenant. J'avais justement une remarque sur la notion de technicité. Ouais. Les compétences des administrateurs ne deviennent-elles pas de plus en plus pointues, donc rebutantes pour les bénévoles ordinaires? Là, si je peux me permettre de dire un petit mot, c'est justement pour ça qu'il y a… et là, on a de la chance au niveau du territoire des Côtes-d'Armor. Le territoire est très, très bien maillé. Il y a différents points d'appui à la vie associative.
On appelle ça le réseau Maya. Donc, il y a évidemment le CRIB, mais il n'y a pas que le CRIB. Et il y a notamment ici, parmi vous, d'autres acteurs du réseau Maya. Je pense notamment au CAC Sud, par exemple, Anita, hein, donc, qui est plus sur le territoire de l'UDEAC. Je pense notamment au pôle ESS. Si vous souhaitez un interlocuteur, n'hésitez pas aussi à revenir vers moi. Bien sûr, vous pouvez poser des questions, hein. Bien évidemment, on est là pour ça. Mais on est quand même assez nombreux sur le territoire à pouvoir vous accompagner sur certaines questions et certaines questions notamment autour de la fonction employeur pour faire des bulletins de paie, tout ça. On est quand même des déclarations sociales aussi. On est quand même nombreux sur le territoire à pouvoir vous accompagner là-dessus. Et voilà, donc il ne faut surtout pas hésiter. Le CRIB, c'est une tête de réseau, mais ce n'est pas la seule tête de réseau. Il y a des têtes de réseau qui sont un peu plus ciblées sur certains territoires. Par exemple, le CAC Sud sur l'UDEAC. Et après, effectivement, sur la formation des bénévoles, on a souvent les mêmes demandes, hein. Globalement, ça revient des formations sur la comptabilité, la trésorerie. Et on a eu l'occasion d'en échanger tout récemment, quand on a pu proposer des formations qui sont souvent financées par l'État, hein, par le biais du FDVA. Il faut un certain seuil pour pouvoir se faire, un seuil de participants, j'entends, pour faire financer ces formations. Et on a bien du mal à atteindre ce seuil. Donc, il y a de nombreuses associations qui disent on veut des formations, par contre, quand on les organise, parfois, on est obligé de les annuler parce qu'il n'y a pas assez de monde. Tant mieux. J'ai avancé un peu vite le diaporama, justement, parce que vous avez vu, j'avais une petite question quand même. Les personnes ne s'engagent plus car les bénévoles doivent avoir de plus en plus de connaissances techniques. Enfin, c'est rigolo, hein, je l'avais pensé cette question. C'est vraiment quelque chose qui me tient vraiment à cœur. J'ai fait de la formation de bénévoles pendant 2 ans, où effectivement, j'ai appris à des bénévoles à suivre un budget, à suivre un analytique, à faire un plan de trésorerie, nanana. Et depuis 2 ans que j'accompagne les associations, là, je vois des bénévoles quasiment en burn-out bénévoles, quoi. Parce qu'ils font leur travail dans la journée et le soir ou le week-end, ils font leur travail de comptable, mais bénévolement. À un moment, il faut juste se dire qu'il y a un truc qui ne va plus, quoi. Vous n'êtes pas corvéable à merci et vous n'êtes pas là pour en faire un métier. Autrement, vous ne seriez pas bénévole. Et moi, je me bagarre un peu depuis quelque temps avec ces représentations où il faudrait de plus en plus techniciens et maîtriser. Si jamais on doit maîtriser et être technicien, c'est qu'il y a un souci quelque part. Ça veut dire qu'il y a un emploi qui n'est pas pourvu. Ça veut dire qu'il y a un réseau qui n'a pas été sollicité. Tu parlais des Mayas ou autres. On ne peut pas imaginer qu'un bénévole tienne une fonction qui, normalement, devrait être tenue par un salarié. Autrement, c'est logique, on n'est plus bénévole, on est salarié. Et c'est pour ça que je disais tant mieux qu'il n'y ait pas beaucoup de bénévoles de formation. J'étais un peu provocateur. J'ai vraiment cette vigilance-là aujourd'hui, moi, avec les bénévoles que j'accompagne, de leur dire attention, quoi. Vous donnez, ok, vous savez pourquoi vous êtes là, mais attention à l'emploi déguisé, tout simplement, parce qu'en fait, vous allez aussi dans le mur en faisant ça, quoi. Voilà, c'était une petite vigilance. Mais du coup, j'ai une phrase là que j'ai mis, que j'entends souvent, moi. Le ou la présidente est la responsable légale de l'association. Ça, tout le monde se l'est dit, en fait. Et les gens, ils veulent plus venir, ils veulent plus s'engager, en fait, parce que je suis responsable légal. Et c'est pas vrai, ça n'existe pas, la responsabilité légale. Le président, il est représentant légal. Le responsable, c'est la personne morale. La personne morale, c'est l'association. Donc, rassurez-vous, rassurez vos collègues, vous n'êtes pas responsable personnellement, légalement, sauf évidemment si vous piquez dans la caisse ou si vous faites un défaut de gestion. Un défaut de gestion, c'est-à-dire qu'on va cacher à l'Assemblée générale que l'association a perdu de l'argent, qu'on va cacher à son banquier les difficultés. Ça s'appelle un défaut de gestion. Mais même en cas de mauvaise gestion, parce qu'on n'est pas bon et qu'on a fait des boulettes, ça arrive, vous ne serez pas responsable légalement. Le responsable légal, c'est la personne morale. Le représentant légal, effectivement, ça peut être le président, la présidente du trésorier. Donc ça, déjà, c'est aussi des représentations qu'il faut faire bouger un petit peu pour se dire peut-être qu'on va s'alléger un peu les choses quand même. Je ne sais pas si ça fait réagir. Donc là où on est passé de 24 à 27. Mais j'en ai une autre, là aussi. J'accompagne pas mal d'associations avec des salariés, évidemment, vu que le DLA, il y a des salariés.
Et souvent, j'entends des conseils d'administration me dire ça serait chouette que les salariés puissent, vu comment ils sont engagés, puissent aussi prendre part aux décisions de la stratégie en fait, globale de notre association. Mais ils ne peuvent pas siéger au CA avec une voix élective. Eh bien, si, ils peuvent. C'est possible dans une limite de représentativité. L'administration fiscale dit moins d'un quart de salariés dans le CA. Autrement, c'est une SCOP. S'il n'y a que les salariés, ça devient une SCOP, évidemment. Donc, c'est plus la même fiscalité. Mais c'est possible. C'est une croyance de dire que le salarié ne peut pas être membre du CA et voter. Il n'y a rien qui l'interdit. La seule chose qui serait interdite et que l'administration fiscale viendrait pointer, c'est qu'un salarié devienne président, voire trésorier de son association, et du coup, il y a un tout petit conflit d'intérêts. Et là, du coup, effectivement, ce n'est plus possible. Mais que les salariés siègent dans un CA, là, j'accompagne une association, il y a 16 membres de CA, et dans ces 16 membres, il y a 4 salariés de l'association. Ces 4 salariés ont été élus par l'Assemblée générale. Et quand ils siègent dans le CA, ils sont bénévoles. C'est rigolo parce que dans cette association, il y a un bureau avec les 2 co-directeurs qui, eux, sont salariés, mais dans le bureau, ils n'ont pas le droit de vote et ils sont sur un temps professionnel. Et dans le CA, les 2 co-directeurs sont présents sans le droit de vote parce qu'ils ont sur leur temps professionnel et leurs collègues, eux, sont sur un temps bénévole avec droit de vote. Voilà, c'est les statuts qui ont prévu ça et ça fonctionne. Donc voilà, encore une fois, ce sont des choses qu'on pense savoir et que la loi n'interdit pas. Une demande de parole du CRIP. J'espère que je n'ai pas dit de bêtises. Il n'y a pas de micro d'allumé par contre, Étienne. C'est parce qu'on disait des bêtises. Donc, on arrête de dire des bêtises. Et non, c'est pour aller dans ton sens aussi et rappeler l'un des piliers de la loi de 1901 qui est la possibilité de se réunir à 2 à partir du moment où on est 2 dans un projet commun et surtout rappeler la notion de gestion désintéressée. Et c'est ça au niveau légal, quand tu disais tout à l'heure que la loi de 1901 ne disait quand même pas grand-chose, il y a une des choses importantes qu'elle met en avant, cette loi, c'est surtout le côté de la gestion désintéressée. Et c'est vrai que quand tout le pouvoir part aux salariés, eh ben, ça peut remettre en cause la gestion désintéressée et du coup l'administration fiscale, oui, va avoir une autre lecture de l'association et ça a évidemment des conséquences, notamment en termes de TVA, d'impôts commerciaux et tout ce qu'on veut. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'avais une question. Nous sommes une antenne d'une association nationale créée en 2020. Nous mettons en place des décisions du conseil d'administration. Comment impliquer les adhérents au niveau local? Je te laisse répondre, tiens, celle-là. Merci. Oh, c'est dommage, je n'ai plus de réseau. Non. C'est chouette. Hein, j'ai accompagné 2 fédérations régionales dernièrement et avec des échelons départementaux et des échelons locaux. Et effectivement, comment impliquer au niveau régional des personnes qui sont forcément représentantes du niveau départemental, qui elles-mêmes sont déjà représentantes du niveau local. C'est-à-dire demander à une personne, effectivement, de siéger dans son association locale, départementale et régionale. Autant dire qu'il faut un tout petit peu de passion et de militantisme pour, quelquefois, aller faire sa réunion à l'autre bout de la Bretagne pour défendre un projet qui nous paraît loin, parce que nous, on est quand même déjà d'abord président d'une association locale. Alors moi, je n'ai pas de réponse de comment le faire, parce que j'en sais rien. Par contre, ce qui me semble évident, c'est que, et on va encore revenir à la question du sens, mais qu'est-ce qu'on fait ensemble? Qu'est-ce qu'on fait ensemble et quelle est la plus-value de cet échelon départemental, la plus-value de cet échelon régional? Le jour où on n'arrive plus à mobiliser au niveau régional, c'est un peu facile, je trouve, de dire « Oh, bah, les autres, ils ne s'engagent plus ». Bah, s'ils ne s'engagent plus, c'est que peut-être ils ont le sentiment de ne plus être entendus, peut-être qu'ils ont le sentiment de ne plus servir à grand-chose, peut-être qu'ils ont le sentiment qu'on traite d'autres sujets, les sujets qui ne les concernent plus eux localement. Ça peut nous rappeler des choses, tout ça, hein, au niveau local comme au niveau national, enfin je ne sais pas, mais même au niveau de l'Assemblée générale. Pourquoi les gens ne viennent plus à votre AG?
si jamais ils ne viennent plus? Peut-être qu'ils n'ont plus l'impression qu'on leur cause de sens, peut-être qu'ils n'ont plus l'impression qu'on leur demande leur avis, peut-être qu'ils n'ont plus l'impression d'apporter grand-chose dans l'organisation. À chaque fois, moi, ce que je préfère dire, c'est avant de trouver les éléments de réponse, comment on peut se poser les bonnes questions, quoi. Est-ce qu'il y a encore du sens aujourd'hui à avoir cette représentation locale, départementale, régionale, nationale? Si oui, quelle est sa plus-value? Et si oui, quels moyens on se donne pour faciliter l'accès aux instances? Moi, il y a un truc que je déteste, c'est ce qu'on fait ce soir, c'est la visio. Sauf que, étant encore une fois salarié et associé d'une coopérative, je suis aussi membre de son conseil d'administration. Et on fait un conseil d'administration tous les mois et demi. Sauf que moi, je n'habite pas à côté du siège. J'habite à plus de 100 km du siège. Et me déplacer 1h30 de route, 1h30 de route retour, plus pour 3 heures de réunion, là, pour une fois, je dis merci la visio. Donc là, on a su utiliser un truc qui au départ nous rebutait un peu pour faciliter l'accès aux instances de décision au niveau de notre CA. Voilà, donc c'est un élément technique, mais qui n'est que technique. Pour moi, la vraie question, c'est quel sens on met encore à adhérer et à s'affilier à un échelon départemental, régional, et comment on arrive à repartager ce sens et quelle plus-value on en retire. Une demande de CAC-Sud 22. Oui, bonjour. Donc, Anita Roux, je suis présidente depuis une semaine du CAC Sud 22, simplement, donc c'est tout neuf. Donc, moi, j'ai beaucoup de questions. Alors, déjà, ce que vous dites sur s'interroger sur pourquoi les gens ne viennent plus à mon AG, et moi, en ce moment, c'est aussi pourquoi les gens ne viennent plus au CA alors qu'ils se sont inscrits. Ils ne viennent plus au CA, et nous avons eu une réunion de bureau justement cette semaine où j'ai effectivement eu un petit peu cette impression que vous donnez, c'est-à-dire qu'on a mis tous les pouvoirs dans les mains du bureau. Et peut-être pour répondre à cette question de pourquoi les gens ne viennent plus au CA, c'est que en fait, j'ai l'impression qu'on était peut-être juste un donneur d'informations quand il y avait le CA, et plus un donneur même vous parliez tout à l'heure de demander au moins la validation du conseil d'administration. Et voilà, vu la grimace que vous avez fait, vous étiez en train de dire, et même c'est effectivement plus le cas. Alors, c'est plus le cas pour plusieurs raisons, tout simplement parce que on a du mal à réunir, à trouver tous du temps pour se réunir, et du coup, on essaie de prendre les décisions le plus vite possible, mais on voit bien que ça ne fonctionne pas parce que du coup, on se trouve avec de moins en moins de monde. Donc, voilà, tout ce que vous dites là résonne en moi, mais voilà. Une autre chose, c'est aussi, alors moi, je me retrouve sur le territoire de l'Oudéac, où on est essentiellement avec des très petites communes et des très petites structures également. Et on s'aperçoit qu'on a été obligé, notamment après cette période Covid, de se mettre en partenariat beaucoup plus les uns avec les autres pour pouvoir créer des projets. Sauf que se mettre en partenariat avec de plus en plus de structures, c'est aussi s'engager notamment dans les CA de ces structures-là, et ça nous demande un temps supplémentaire à nous bénévoles. Voilà, donc il y avait ça. Et le troisième point qu'on est en train de retravailler, nous, au CAC Sud en ce moment, c'est en fait se rendre compte qu'être salarié d'association, ce n'est pas comme être salarié d'une entreprise, parce qu'un salarié d'entreprise, eh bien, il a son donneur d'ordre régulièrement sous la main. Et ce n'est pas le cas d'un salarié d'association. Et moi, c'est quelque chose que j'essaie de retravailler dans l'association, c'est que le bureau qui demande à ses salariés d'être opérationnels, c'est le bureau qui va en fait donner les priorités à ses salariés. Mais nous sommes bénévoles et nous ne sommes pas tout le temps de travail qu'a le salarié sur le terrain avec eux. Et c'est quelque chose à mettre en place aussi, et qui n'est pas forcément facile avec nos emplois du temps, nous, qu'on a, puisqu'on est juste bénévoles. Voilà.
Ok, 3 choses du coup. Voilà. Merci beaucoup. Étienne, si jamais il y a d'autres remarques sur le cloud, n'importe quoi, sur le chat. Moi, j'ai remis un peu quand même pour répondre à ça avant de passer sur la dernière partie. Effectivement, ce schéma. Pourquoi en fait les gens ne viennent plus au conseil d'administration? Parce qu'on y traite à peu près les mêmes sujets qu'on traite en bureau. Donc pourquoi faire une réunion de bureau alors qu'on va refaire la même chose en CA? À un moment, comment on arrive à dire à chaque instance, vous avez un rôle, vous c'est le politique, vous c'est le stratégique et vous c'est l'opérationnel. C'est-à-dire que normalement, un conseil d'administration ne doit pas s'intéresser à la couleur de l'affiche du futur loto. Ce n'est pas le problème stratégique du CA, c'est bien le problème du bureau. Et le bureau n'a pas à aller demander l'aval à son CA sur est-ce qu'il faudra acheter de la saucisse ou plutôt de la merguez. Je suis caricatural, mais sincèrement, c'est ce que je vois et ce que j'entends, où on a un mélange en CA où on va traiter absolument tous les sujets. Et les CA, souvent, ils sont longs parce qu'on traite tous les sujets. Il y a un ordre du jour avec 42 points à aborder. Enfin, je suis membre de CA, donc je sais de quoi je cause. Et franchement, quand on arrive à se dire, mais le CA, il se voit 3 à 4 fois par an sur des sujets stratégiques, à savoir quelle stratégie cette année, quel budget on y met, quelle évaluation on y fait à mi-parcours, quelle évaluation on fait à la fin et quel compte de résultats on fait. Il y a 4 temps à créer. Là, déjà, on arrive à mieux répartir les choses. Sur la partie bénévole employeur, rien que le mot, déjà, moi, il me fait je suis bénévole employeur. C'est quand même pas facile. Effectivement, un salarié dans une entreprise lambda, il a un chef qui est lui-même salarié. Là, on va avoir une personne morale qui va être employeur. En gros, c'est pas le président qui est employeur, on est bien d'accord. C'est bien la personne morale qui est employeur et dont le président ou la présidente ou la coprésidence en charge du RH sera le référent. Mais là, il y a tout à inventer. Quand l'association a les moyens d'avoir un ou une directeur-directrice ou un ou une coordinateur-coordinatrice, ça va, on lui délègue toute la partie RH. Quand il y a juste 1 ou 2 salariés sans hiérarchie, effectivement, le bénévole est en face de cette fonction. Moi, j'ai vu des présidents, là c'était des hommes, être en fonction d'employeur, alors que c'est des personnes qui n'avaient quasiment jamais travaillé de leur vie, car en situation de handicap qui leur interdisait le travail, en fait. Et ils me disaient, mais je dois être employeur, alors que moi-même, j'ai jamais vécu cette situation d'emploi. On arrive à des trucs un peu bizarres. Mais c'est comment, justement, on se dit bien que c'est pas la personne, c'est pas le bénévole qui est employeur, mais c'est bien la personne morale, l'instance qui l'est, et comment on arrive à déléguer. Et là, on ne va pas pouvoir rentrer dans tout le sujet, parce que ça aussi, c'est au moins 3 à 4 jours d'accompagnement. Comment on arrive à structurer, déléguer et voir quel périmètre d'intervention les uns ou les autres ont. Vous êtes bénévole, vous n'avez pas à vous occuper de l'opérationnel. Les techniciens, dans ces cadres-là, n'ont pas forcément à s'occuper du politique. Voilà, on a des périmètres d'intervention. Mais encore une fois, pour ce soir, même si j'entends bien la question et qu'elle est vraiment prégnante, on ne va pas pouvoir aller beaucoup plus loin. Et le 3e point, c'était les partenariats. Et si jamais il n'y a pas d'autres réactions, questions, j'enchaînerai sur la 3e partie. Étienne, c'est OK? Je suis OK, et notamment, pour rebondir sur la question aussi de l'absence de présence dans les conseils, l'absence de présence, pardon, en tout cas des absences au conseil d'administration, c'est que souvent le centre de décision, effectivement, se situe au niveau du bureau, et que quand on a du mal à remplir un conseil d'administration, on a beaucoup d'associations, je pense qu'on a tous un exemple sous la main, où on va aller chercher des gens par la main, parce qu'il faut qu'on soit 12 au conseil d'administration, c'est marqué dans nos statuts, mais promis, on fait que 2 réunions par an, tu n'auras rien à faire. C'est vrai que le deal, il est biaisé au départ aussi, quoi. Et que quand, au final, à 15 jours de l'Assemblée générale, on se retrouve avec le président, le secrétaire et le bureau, qu'on aura le bol, qui veulent arrêter, parce que justement, ils ne sont que 3 à bosser, ils ont du mal à se rappeler qu'un an avant, c'est eux qui ont mal distribué les cartes, à savoir qu'on promis aux 9 autres qui venaient que pour la médaille, quoi. Excusez-moi, je suis un peu brut de décoffrage, mais… J'allais dire, ça va, tu es aussi brut que moi, donc c'est cool. Et pourtant, je dis à tout le monde, c'est la première fois qu'on travaille ensemble avec Étienne, on ne se connaissait pas plus que ça il y a encore quelques jours. Mais ouais, je partage totalement le point de vue. Faire rentrer des bénévoles en leur disant « t'inquiète pas, tu vas rien faire », ou autant ne pas faire rentrer de bénévoles, en fait. Là, ça ne sert plus à rien, c'est fausser la réalité, et en plus, c'est donner une mauvaise image en fait de votre organisation, parce qu'au contraire, vous faites des choses, et puis souvent, vous le faites plutôt bien, quoi, en plus. Il faut dire les choses aussi.
Il n'y a jamais eu autant d'associations qu'aujourd'hui et les choses fonctionnent. Et heureusement qu'il y a un tissu associatif varié et riche, qui quelquefois, et là je vais le dire de façon aussi assez cash, est quand même souvent le bras armé des politiques publiques. Mais voilà, je passe la parole à subaquatique parce que ça rime avec politique publique. Je voulais juste dire une chose pour dire une chose positive. Voilà, je n'interviens pas pour aller. C'est que moi, personnellement, enfin, nous, personnellement, dans notre association, on a fait quelque chose que je trouve assez bien. On a ce qu'on appelle un CODIR, donc un comité de direction. Et en fait, pour éviter justement qu'on ait un comité qui soit là et présent depuis de nombreuses années, qui ne change pas trop, et au niveau de la vision du club, à chaque assemblée générale, on demande à ce qu'il y ait 3 personnes qui sortent du comité de direction et 3 personnes qui arrivent. Et ça permet de renouveler un peu le comité et de faire rentrer, parce que moi, je suis rentrée au comité de direction l'année dernière, de faire entrer des nouvelles personnes et du coup d'apporter aussi un nouveau regard dans notre association. Voilà. Voilà, c'était juste pour donner un témoignage. Merci pour le témoignage. Il y a une notion en plus que j'entends, c'est la notion de transmission. En faisant effectivement entrer des nouveaux dans une instance sans la vider complètement et la renouveler entièrement, il y a cette passation et cette transmission interne. On a tous connu des difficultés énormes à remplacer le ou la présidente historique qui porte l'association depuis son origine et qui n'a jamais délégué parce qu'il était tellement partout. C'est pas forcément qu'il l'a fait exprès, c'est comme ça, il a agi et quand il s'en va, il faut y aller. Donc c'est vrai que d'intégrer progressivement, c'est les fameux tiers sortants, assez classiques, comment on prend le temps aussi d'accueillir les nouveaux, de leur expliquer les fonctionnements, de leur dire la vérité sur les engagements et de se dire, voilà, par contre, pas d'inquiétude, pendant 1 an, 2 ans, 3 ans, on est là en roulement et en transmission. Ouais, Étienne. En complément, nous, on avait fait une expérience il y a bien longtemps, c'est à l'époque où j'étais jeune. On avait une vingtaine d'années, on était tous dans une association qui était assez dynamique et on était sur un territoire un peu perdu. Les 2-3 premières années, on avait fait comme tout le monde, on avait bouché les trous des statuts et puis voilà, on s'était retrouvés à 3 à bosser au lieu de 12. Et on avait modifié ça, en fait, on avait enlevé le mot siège de nos statuts. Pour le conseil d'administration, on avait mis le mot poste et en fait, on avait travaillé un petit peu en silo. Et on avait dit que voilà, chaque membre du conseil d'administration était nécessairement responsable d'une commission. Donc, quand il y avait des candidats, et chez nous, il y en avait, on avait de la chance, ils n'étaient pas candidats pour rentrer au conseil d'administration, ils étaient candidats sur un poste au conseil d'administration, et avec une liste de tâches relativement précise. Tu ne me diras pas le contraire, Bruno, ça m'étonnerait. C'est un boulot énorme, mais par contre, une fois que ce boulot-là est fait, ça facilite vachement la vie et du coup, chacun est bien légitime dans sa fonction et on n'est pas 3 à bosser pour 12, quoi. Oui, avant de passer sur le dernier point, effectivement, quand j'accompagne les associations, là, généralement, on est du projet à la stratégie jusqu'à la gouvernance. Un des gros boulots de la gouvernance, c'est de redéfinir les postes et missions des uns et des autres et les périmètres d'intervention des différentes instances. Ça peut paraître un petit peu rébarbatif, mais effectivement, quel gain de temps. Une fois que c'est fait, on respire à nouveau. J'ai vu des associations où la trésorière, en l'occurrence, le président et la vice-présidente étaient mais quasiment H24 à gérer des mails, des informations diverses et variées parce qu'ils avaient le sentiment que c'était à eux de le faire. Et du coup, avaient même pris le travail. J'étais une équipe de 5 salariés du directeur parce qu'ils estimaient que le directeur avait trop de travail. Et du coup, là, tout le monde faisait un petit peu de tout. Et on a pris le temps de reposer tout ça à plat. Et aujourd'hui, tout le monde s'y retrouve. Le directeur est heureux d'avoir été relégitimé dans son fonction de directeur en retrouvant ses missions. Et les bénévoles soufflent à nouveau. Donc là, effectivement, c'est une association avec des salariés. Ce n'est pas le cas de tout le monde, mais il y a moyen, toujours moyen de faire mieux. Mais même sans salarié, je veux dire, même sans salarié, à mon sens, mais c'est moi que ça engage de dire ça, à mon sens, le président, par exemple, dans une association, ce n'est pas lui le chef. En revanche, ça doit être un chef d'orchestre, quoi. Est-ce qu'il a déjà un orchestre suffisant? Est-ce que tout le monde sait jouer? Est-ce que tout le monde est en face de bons instruments? Est-ce que tout le monde sait en jouer?
Et surtout, est-ce que tout le monde joue la même partition et en même temps, quoi. On enchaîne sur ma troisième et dernière partie. L'association dans son environnement. Il y avait des questions qui arrivaient sur mais comment mon association peut être repérée, notamment par la presse, comment je fais des partenariats, comment je suis reconnu dans mon activité. Je reprends mon club de foot, mais là, la partie foot loisir, en fait, en fait, Jacques et Michel, je crois qu'ils l'avaient appelé comme ça, hein, Jacques et Michel, ont réussi à créer. Et au départ, effectivement, ils n'avaient que l'intention de faire du foot, sauf qu'ils se sont rapidement rendus compte que en faisant cette activité foot, ils ont permis à 2 ou 3 personnes qui, elles, avaient un peu de mal à s'intégrer dans le tissu local, à venir, en fait, à pratiquer une activité physique. Elles sont fichées, hein, les personnes du foot ou escrime ou water poney. Enfin, c'était de trouver du lien. Et donc là, il y a une dimension déjà, tiens, on ne l'avait pas forcément prévu, on a quand même été capable de créer du lien entre les gens. Le sport est devenu vecteur de cohésion sociale, c'est plutôt pas mal ça. Puis, on a quand même gardé la partie sport compète, parce qu'en fait, c'est un peu l'ADN. Faire du foot juste pour se rencontrer, à un moment, on s'ennuie, quoi. Il faut quand même faire rentrer le ballon dans le but. C'est un peu ça l'intérêt du truc, quand même. Mais aussi, on s'est rendu compte que, avec les petits loulous qui viennent le mercredi, là, les éducateurs, bénévoles ou salariés, ils ont quand même un peu une responsabilité éducative, en fait. Et qu'au départ, on venait juste faire un club de foot, mais on a quand même accompagné Jérémy et Pierre, là, qui au départ, pourtant, ils zonaient un petit peu sous l'abribus dans le village. Aujourd'hui, ils sont bénévoles avec les plus petits. Et ouais, on a quand même une dimension éducative assez intéressante. On a aussi travaillé avec les AT, parce que dans la commune, il y a aussi un établissement qui permet aux personnes en situation de handicap mental de travailler. Et en fait, il y a 2 salariés qui sont venus pour pratiquer l'activité en loisir. Et en fait, on s'est rendu compte qu'on est capable d'accueillir, grâce à notre club de foot, des personnes en situation de handicap. Donc, c'est plutôt pas mal ce qu'on a fait aussi. Et puis, enfin, on travaille pour la santé, quoi. On se dépense, on se retrouve 2 fois par semaine, on court. Bon, effectivement, après, il y a la buvette, mais bon, quand même, voilà, on est aussi autour du sport santé. Et je ne sais pas si vous vous rappelez au début, mais Jacques et Michel, ils avaient juste l'intention de faire un petit club de foot, quoi. Jacques, il voulait faire la Coupe du Monde, mais bon, ils se sont mis d'accord sur un club de foot. Et là, quand on regarde le projet et quand on re-questionne un tout petit peu le pourquoi on fait les choses, qu'est-ce qu'on vise, on peut se dire que notre simple petit club de foot, il peut répondre à ces différentes problématiques. C'est à nous de le choisir, à nous de décider. Mais est-ce qu'on peut mettre une couleur sociale sur notre activité? Est-ce qu'on se dit, nous, on veut que notre activité, que le projet qu'on veut développer réponde à une problématique sociale? Comment on fait pour que les gens viennent et qu'on crée du lien? C'est un choix qu'on peut poser en termes de vision pour l'Assemblée générale. Et pareil pour la compète, et pareil pour la santé, et pareil pour le sport adapté. Déjà, vous commencez à voir que quand je vais présenter mon association à la presse, mais également à des financeurs partenaires, la commune par exemple, je ne vais pas juste leur dire « on est 11, on joue au foot ». Tout à l'heure, on a parlé d'intérêt collectif, d'intérêt général, qui doit dépasser le simple intérêt individuel. Peut-être que dans cette vision de l'activité sportive, on a autre chose à défendre que la simple compétition. Et que peut-être que la commune, là, serait sensible à cette entrée compétition, parce qu'effectivement, quand le club gagne, on parle de la commune dans la presse, mais peut-être qu'elle serait aussi sensible à l'entrée éducation, parce que la commune a gardé la compétence enfance, par exemple les jeunesses. Donc voilà, moi, quand je demande une subvention à la commune, je dis effectivement, on est 11 gars à jouer au foot, mais on développe aussi toute une partie éducative pour les enfants. Bon, il y a peut-être des trucs qui vont se jouer là. Mais il n'y a pas que la commune. Les EPCI, les comités de communes, les comités d'agglo ou autres, vont vous dire, nous, on n'a pas la compétence sport, c'est la commune qui a la compétence sport. Ouais, mais peut-être que vous avez la compétence handicap, peut-être que vous avez la compétence lien social, peut-être que vous avez la compétence... Voilà, et comment on regarde son club, comment on regarde son projet, en fait? Je ne dis pas, là, n'interprétez pas mal mes propos, dire il faut à tout prix tordre le projet dans tous les sens pour que ça rentre dans les compétences des agglos ou autres, et comment on regarde son projet. Si jamais son projet, on veut lui donner une couleur sport adapté, une couleur éducation,
forcément, on va y mettre après les moyens pour y arriver. Hein. Ce n'est pas juste un effet d'annonce pour chercher de l'argent. On va dire, nous, on fait de l'éducation. Non, qu'est-ce qu'on fait en vrai pour le faire? Je voyais bien, je commence à être sur une pente un peu glissante, là, dire torturer vos projets pour que ça rentre dans les demandes dessus. C'est pas ça l'idée. Hein. Mais voilà, après, on a d'autres acteurs, le département, l'agence régionale de santé. Vous voyez, la façon dont on regarde son projet, la façon qu'on veut, la couleur qu'on veut lui donner, ce qu'on veut faire ensemble, peut vous amener à développer de nouveaux liens, de nouveaux partenariats et avoir une nouvelle visibilité sur votre territoire. J'entendais ça beaucoup sur les petites questions, mais comment la presse vient nous voir, comment on sait parler de nous, comment vous savez parler de votre projet et à quoi il ressemble votre projet déjà. Est-ce que votre projet, il est uniquement autour de on veut développer une activité entre nous et c'est ça, ou est-ce que, encore une fois, on en revient au projet politique, nous on veut développer du sport à dimension sociale et éducative. Voilà. Et une fois qu'on a réussi à bien se mettre d'accord là-dessus, quel chemin on va prendre et quels moyens on va se donner pour atteindre cette orientation. Je suis un peu enflammé là, mais est-ce qu'il y a une demande de parole quelque part ou des réactions à ce que je viens de dire là? C'est très général, je suis bien conscient de ce que je dis, mais en même temps, j'ai du mal à adapter pour tout le monde. Subaquatique Club, merci d'être venu ce soir, parce que du coup, vous participez à l'animation. Oui, je suis formatrice, donc je sais que c'est important de participer. Mais c'était juste pour donner mon sentiment sur ce que vous venez de dire. En fait, ça me parle énormément parce que finalement, je me rends compte que oui, de communiquer sur tout ça à tous les… Je pense personnellement que peut-être dans mon club, tous les adhérents n'ont pas conscience de tout cette… comment dire, cette notion qu'on donne à tout le monde parce que nous, on a un gros pôle handi-sub. On a des compétitions, et en fait, je pense que les gens ne sont pas assez informés sur tout ce qu'on a développé dans le club. Et effectivement, ça serait important de communiquer beaucoup plus là-dessus, en fait. J'ai aussi accompagné des associations multi-activités, tellement multi-activités qu'on avait plein de sections, qu'on avait presque même plus une seule association, on avait autant d'associations que de sections dans l'association. Je m'explique, quelque chose qui ressemble un peu à une maison pour tous, une MJC ou un centre social ou un patronage par exemple, où on avait 10, 15, 20 activités différentes créées en sections différentes. Et les gens en fait qui venaient là, les adhérents, les participants ne savaient plus en fait le projet global. Ils ne savaient pas qu'il y avait telle activité proposée ou telle action proposée et telle possible dans le projet, et ce qui faisait perdre un peu de sa couleur. Donc, je partage cette idée que si on fait les choses, comment les communiquer aux adhérents, qui permet du coup de mobiliser plus largement pour les CA. Oui, c'est exactement ça. C'est que nous, on a beaucoup d'activités dans le club aujourd'hui et qu'en fait, je pense qu'il n'y a pas assez de communication entre les différentes activités, en fait. C'est que du coup… les activités au sein de notre club, elles sont assez scindées et qu'elles ne partagent pas du tout entre elles. Alors, je m'excuse, je suis un peu bugué parce que j'ai un truc qui vient de se mettre sur mon écran, je ne vois plus rien. Voilà, ça y est, c'est parti. Non, je suis toujours là. Non, c'est moi, j'ai réussi à nettoyer mon écran. Ouais, là, on est vraiment sur… on revient encore une fois à cette notion de projet. Qu'est-ce qu'on partage ensemble? Et… si on ne partage plus cette vision, si on ne partage plus cette orientation collective, effectivement, vous allez avoir des associations qui vont s'éparpiller, qui vont se disloquer, qui vont faire des petites actions à droite, à gauche. Il n'y aura plus de sens. Et je mets la main à couper que la prochaine étape, en fait, c'est le désengagement des bénévoles. Et la prochaine étape, c'est j'en ai marre, j'arrête. Donc, justement, on a déjà le désengagement des bénévoles parce que justement, je pense que notre association a beaucoup d'activités et qu'il n'y a pas de connexion entre elles, en fait. C'est ça. OK. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? J'ai vu que là-haut, on est passé de 27 à 37 questions. Moi, je ne les regarde pas, je vois juste des trucs rouges, en fait.
j'ose pas cliquer dessus. Comment je vais tout casser. Étienne, est-ce qu'il y a des remarques ou des questions sur ce dernier sujet autour de l'association dans son environnement? Eh ben, je vois pas beaucoup de réactions. Non, je vois pas de réaction. Ok. Il y en a une qui arrive là. Pour avoir des bénévoles, évitons de les laisser partir en maintenant une super ambiance. C'est pas faux. Mm. C'est vrai que on a eu tendance dans les dernières années, notamment pour les associations employeurs, mais pas que. Et quand je dis dans les dernières années, je dis à partir des années 2008-2010, à se dire il va falloir à tout prix hybrider, je vais le dire comme ça, le modèle économique de l'association, c'est-à-dire on ne va plus pouvoir se satisfaire de la seule subvention, car la subvention publique va baisser. Et on avait une espèce d'injonction générale qui était regardez le monde de l'entreprise, vous êtes une entreprise comme une autre, à statut associatif, mais c'est une entreprise comme une autre, allez chercher de la prestation, allez chercher de l'argent privé, voilà. Parfois, effectivement, au détriment de l'âme, du projet certes, mais aussi de l'âme associative, qui est quand même, pour moi, vraiment d'abord un engagement sur une vision, sur un projet, dans un esprit de coopération et évidemment avec du bien vivre ensemble, quoi. Donc comment rester engagé si jamais on partage un moment j'en sais rien, moi, tout souvent autour du repas pour moi, mais un bon repas, une bonne soirée. Si on est là que dans le faire parce qu'on doit rendre des comptes, effectivement, moi, bénévole, je reste pas. Si j'ai pas de convivialité autour de tout ça, je vois pas l'intérêt d'y rester. Enfin, je suis bénévole. Ça va, je veux bien donner un coup de main, mais si jamais, à aucun moment, une marque de reconnaissance, dans le sens où on me permet d'être avec l'autre, d'échanger et de partager des bons moments, je vais changer d'association. Ça me paraît, à moi, assez évident. Mais c'est que ma façon de voir les choses. Une petite réaction de Michel qui voit les choses comme toi et qui dit que une association n'est pas que prestataire, elle est aussi un support au vivre ensemble autour d'un projet commun et de valeurs communes. Merci Michel. J'en suis intimement convaincu. Est-ce qu'il y a d'autres remarques ou questions Je n'en vois pas venir, ma sœur Anne. Je t'invite à dérouler. En fait, moi, je vais bientôt arriver à la fin de ma présentation. J'avais juste une notion autour de l'intérêt général, mais que je ne vais pas développer plus que ça. L'association peut être d'intérêt général, elle n'est pas forcément. On peut faire une association pour ses adhérents et pratiquer une activité pour ses adhérents sans forcément s'ouvrir à l'extérieur, sans forcément avoir cette dimension ni sociale, ni santé, ni sport adapté. Mais à partir du moment où vous avez le sentiment que votre projet associatif répond à cette notion d'intérêt général, il est intéressant de la creuser, cette question-là. Et en quoi votre association a une utilité sociale sur un territoire? Qu'est-ce qu'il manquerait à votre territoire si l'association n'était pas là? Enfin, ça, c'est des questions qui sont quelquefois assez intéressantes de se poser parce que, quelque part, ça fait du bien de se dire, si on n'était pas là, qui ferait le taf, en fait? Que ce soit du sport, de la culture, du social, qui irait? Et ça serait quoi sans nous? Et moi, quand j'accompagne des associations qui sont un peu en perte de sens, qui se disent, de toute façon, on ne sert plus à rien, la commune ne nous parle plus, enfin, voilà. Je retravaille là-dessus, moi, avec les adhérents, sur et si vous n'aviez pas rencontré cette association-là, qu'est-ce qui serait passé pour vous individuellement? Et si l'association n'avait pas existé sur la commune, qu'est-ce qui aurait manqué à la commune? Et je trouve que c'est assez chouette de se redire ça dans ce sens-là. Tout à l'heure, je l'ai dit, parfois l'association est le bras armé de la politique publique. Ça, c'est le côté un peu, on va dire, la vision négative des choses, parce que bon, est-ce que le pouvoir public a besoin de l'association pour bosser? Enfin, voilà, c'est un autre débat. Mais l'association a tout son sens sur un territoire et le regarder comme ça, je trouve que c'est hyper valorisant pour les bénévoles que vous êtes et que nous sommes en général.
Et j'ai une demande de parole de… Je t'appelle Sud Aquatic Club. Mais voilà. Justement, je rebondis là-dessus parce que nous, par exemple, par rapport à la piscine de Guingamp, ça commence à devenir problématique. Et en fait, justement, ce qu'on est capable d'apporter sur notre territoire, je pense qu'on est capable de le définir, mais en fait, là, on est sur… comment dire, est-ce que le territoire, enfin, ça devient problématique parce que est-ce qu'on nous laisse aussi l'espace pour exister en fait? La question, c'est est-ce que… on est sur on n'est pas que sur une piscine, hein, on plonge en mer l'été, mais par contre, après, c'est vrai que comment justifier notre présence au sein d'une piscine qui va peut-être devenir, alors c'est un truc très particulier, mais qui va peut-être devenir privée. Et du coup, en fait, il faut qu'on trouve l'argumentaire pour justifier aussi notre présence en tant qu'association, en fait. D'où tout ce travail autour de l'utilité sociale, de la plus-value sur le territoire d'une association. Enfin, voilà, c'est un peu de boulot à regarder tout ça, mais je pense que ça a du sens, vraiment. Donc, en fait, l'idée, ce serait que, justement, qu'on se réunisse pour pouvoir préparer notre argumentaire là-dessus, en fait. J'ai accompagné une association de danseurs, de hip-hoppers, qui avaient vachement de mal à faire comprendre leur projet, qui n'étaient perçus que comme des gens qui faisaient de la danse, alors qu'ils avaient un travail énorme d'inclusion sociale de jeunes de quartiers difficiles, en fait. Et moi, tout mon travail a été avec eux de leur faire pointer du doigt ce travail éducatif qu'ils faisaient. Eux, ils en étaient conscients, mais ils ne l'avaient jamais formalisé, en fait. Et ouais, sans eux, il aurait manqué quelque chose là-bas, c'est sûr et certain. Comment à avoir la gorge qui pique. Il est 20h12. Moi, j'ai vraiment envie de m'arrêter là, parce que je crois qu'après, j'avais plus rien. Enfin, c'est vraiment cette notion d'utilité sociale. Ah ouais, si. Oui, bon, ça, on s'en fout un peu. C'est voilà, comment on travaille avec le territoire, les subventions, appel à projet, ça, tout ce que vous connaissez, en fait. Mais moi, je voulais juste revenir, en fait, on a fait tout le tour, là, en un peu moins de 2 heures, juste au départ, à travers une idée qui était, on veut faire un club de foot, quoi. Et je pense que vous pouvez tous regarder vos associations, mais plus à travers l'activité qu'elle fait, mais le projet qu'elle a, qu'elle porte, que vous partagez, que vous devrez réaffirmer ou affirmer, vous devez questionner ou re-questionner en assemblée générale, parce qu'en règle générale, votre association a fait bien plus que l'activité qu'elle a imaginée au départ. Voilà, ça serait ma conclusion. Je ne sais pas si j'ai le droit de le dire comme ça, mais moi, je n'ai plus rien à ajouter. J'aimerais bien, si jamais il y a des ressentis, des retours, que vous avez envie de l'exprimer en collectif, je veux bien les entendre. Si vous préférez que ça passe par Étienne, moi, et là, j'en reviendrai à mes fameuses questions que j'ai mises depuis tout à l'heure. C'est long. Hop. Voilà ce que vous pouvez retenir de cette présentation. Qu'est-ce qui vous semble utile? Qu'est-ce qui vous semble inadapté? Je crois qu'on avait commencé à 37, tu disais, on est 27, donc il y a potentiellement 10 associations qui ne se sont pas retrouvées dans la présentation. Voilà, moi, ça m'intéresse aussi d'avoir les retours. Là, il nous reste 10 petites minutes, un quart d'heure même, si jamais il y en a qui veulent participer. Si personne ne veut, envoyer des petits messages à Étienne, c'est as you want. Est-ce que… Oui. Vas-y. Moi, je voulais quand même vous remercier beaucoup parce que ça m'a… Je pense que je vais faire un super retour dans l'asso de ce qu'on a vécu, de la réunion de ce soir. De toute façon, mon président m'avait dit les jeudis de l'info, c'est toujours hyper intéressant. Donc, il faut que tu participes. Il ne pouvait pas être là ce soir, mais merci beaucoup en tout cas. Merci pour ce retour sympa. En fait, juste pour te rassurer, Bruno, il y a aussi j'ai eu des petits messages, des gens qui sont partis parce qu'ils avaient, par exemple, leur activité associative qui commençait à 20h. Donc, il n'y a pas que des gens, s'ils sont partis, ce n'est pas que des gens mécontents. Ils sont chiants, les bénévoles.
Ouais, bah ouais. En plus, ils sont adhérents, donc ils viennent consommer aussi, du coup. Et puis, j'ai des petites excuses à formuler aussi. Je pense que c'est dû à mon lourd passé de responsable ressources humaines dans la grande distribution. Je me suis trompé, pardon, Gilles, que j'ai appelé Michel. Sûrement eu égard à son nom de famille. Donc, pardon, Gilles. Voilà, c'est à vous la parole. Si quelqu'un veut prendre la parole. Non? Alors, du coup, est-ce qu'on en reste là? Ou est-ce que tu veux ajouter quelque chose, Bruno? Ouais, moi, je veux juste conclure en disant que c'était mon premier jeudi de l'info et c'est la première fois que j'ai une expérience de ce type d'animation en visio. J'étais pas hyper à l'aise avec l'idée. Je suis toujours pas hyper à l'aise avec l'idée. En fait, moi, j'aime bien voir les gens en vrai et pouvoir échanger. Je serais ravi d'en refaire un si c'était possible, mais avec des vrais gens derrière, sans écran, quoi, parce que c'est frustrant en fait de voir juste des noms, pas de visage ou très peu. Enfin, c'est une grande frustration pour moi, mais en même temps, j'entends les problématiques. Et encore une fois, moi, j'ai gagné. Là, je suis à Redon, moi, hein, donc j'ai gagné Redon, Saint-Brieuc, Saint-Brieuc, Redon. Je vais pouvoir rejoindre ma famille plus vite, voilà. Donc, c'est bien, c'est pas bien, bon, voilà. Mais merci pour avoir vécu ce moment-là, parce que c'était vraiment la première et c'était chouette. Merci à vous tous et merci aux bénévoles hein, qui prennent vraiment du temps pour leur association, surtout que là, il y a quand même mieux à faire. À ce moment-là, on pourrait boire l'apéro, tout ça, mais merci à vous encore pour votre engagement aussi. Eh bien, qui sait, peut-être que les gens prennent l'apéro pendant ce temps-là aussi, hein. À mon tour de tous vous remercier. Je l'ai déjà fait en début, mais c'est vrai qu'on a nos habitués et aujourd'hui, on avait beaucoup de nouveaux. Donc, merci à vous. J'espère que c'est vrai que le côté visio est un petit peu moins sympa. J'espère que très rapidement, on pourra tous se retrouver en vrai. Un grand merci Bruno pour t'être gentiment prêté à l'exercice. C'est vrai que c'était une première collaboration entre nous. Je ne pensais pas qu'on allait tomber autant d'accord et un petit peu aussi avec le même discours. Donc merci à Monsieur Richard aussi qui est venu de l'Éducation nationale. Merci à Soisy qui m'a accompagné aussi et qui m'a aidé techniquement pour que cette soirée se passe le mieux possible. Claire aussi de l'ex-DDCS était là. Si vous souhaitez des informations sur les DLA, n'hésitez pas à revenir vers moi, je vous fournirai avec plaisir les coordonnées du chargé de mission, hein, qui est donc Damien Prodhomme, je vous les donnerai. Et ça sera peut-être pour vous l'occasion de retrouver en vrai cette fois-ci Bruno pour discuter autour d'une table, autour de vos problématiques associatives. Là-dessus, je vous souhaite une bonne soirée pour ce qu'il en reste. Et vous donne rendez-vous. Juste une dernière question, parce que bon, voilà, je suis intervenue toute la soirée, donc je continue. Est-ce qu'on peut avoir, est-ce que c'est possible d'avoir votre PowerPoint par mail? Ouais, je donne le RIB avec. Ah, ok. Non, je vais le donner à Étienne. Je vais juste le vérifier parce qu'il y a deux, trois. Après, j'ai pris des notes, hein, mais c'est non, juste. Non, mais il n'y a pas de souci. Il y a deux, trois pains dedans, donc je vais voilà. vous enlever. Il y a des diapos en double. S'il y a des choses que vous voulez enlever, il n'y a pas de souci, mais c'est juste pour avoir un truc écrit que je puisse rendre à mon bureau derrière. En fait. Avec plaisir. Je vous laisse expliquer l'histoire de Michel et Jackie sans problème. Avec plaisir. Merci beaucoup. Je me ferai le relais en début de semaine prochaine et je vous enverrai aussi le lien parce que vous pourrez revisionner, on a fait un enregistrement, là vous pourrez revisionner cette vidéo avec l'ensemble de votre conseil d'administration et pourquoi pas avec l'ensemble de vos adhérents. Voilà, si quelqu'un a quelque chose à ajouter, c'est le moment. Sinon, au revoir. Bon, c'était tout à fait bienvenu. Je crois qu'on va pouvoir clôturer. Et je vous remercie et vous dis à très bientôt. Un grand merci à vous tous. Merci. Au revoir.
Bon, je partage plus mon écran là. Je suis nul. Non, mais je suis en train d'essayer d'arrêter l'enregistrement. Ah la vache. Je vais devoir y aller aussi, donc je salue. On peut peut-être reprendre un temps